4e Analysis, un autre regard. Bienvenue à tous dans cette première émission d'une série qui portera sur le monde scolaire. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui est cruciale, à savoir quelles sont les valeurs que nous devons revendiquer, exiger en quelque sorte pour l'école. L'objectif de notre analyse politique est de nous déniaiser, c'est le verbe de la journée, nous déniaiser sur tous les sujets et particulièrement sur celui de l'école. Alors tout d'abord, expliquons sans doute ce verbe qui est peu employé par les médias, c'est dommage, c'est le verbe déniaiser ou se déniaiser. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un verbe qui signifie perdre une certaine naïveté, perdre une certaine superficialité et gagner d'une certaine façon en profondeur et en compréhension critique. C'est là le but de notre chaîne de l'analyse politique. Alors, vous me direz, quelle est la naïveté que nous pourrions avoir à propos de l'école ? Cette naïveté, c'est un ensemble d'idées reçues qui concernerait l'école et qui pourrait se manifester en gros de deux manières principales. La première naïveté serait le fait de considérer que l'école est un milieu transparent, une sorte de milieu totalement neutre, axiologiquement, c'est-à-dire concernant les valeurs. La deuxième naïveté, c'est le fait de croire que ce que l'on enseigne à l'école va toujours dans le sens de l'intérêt général. En d'autres termes, on peut dire que cette naïveté à laquelle nous sommes confrontés, nous-mêmes, souvent, consiste dans le fait de penser que l'école serait automatiquement l'école de tous, que l'école serait automatiquement l'école pour tous. Alors, la première question qui surgit est celle-ci: comment lutter contre cette naïveté, qui peut être celle de l'autre, mais qui peut être également la mienne. Il est clair que lorsque je parle de l'école, ces idées d'une école transparente, ou d'une école de tous, ou d'une école pour tous, viennent directement à l'esprit. Alors, la première façon de lutter, c'est d'abord s'informer. Se déniaiser, d'une certaine façon, comme dirait Hegel, c'est lire le journal tous les matins. Hegel, en effet, disait, je cite Hegel, « La lecture du journal le matin, au lever, est une sorte de prière du matin réaliste. » Alors c'est très beau, ça devrait être, selon lui, notre prière quotidienne. Alors, soyons hegeliens aujourd'hui, ouvrons le journal et découvrons ce que l'on nous dit de l'école. Écoutons, par exemple, chers auditeurs, ce que nous disent les dirigeants politiques lorsqu'ils nous parlent des valeurs de l'école. Donnons la parole à notre Premier ministre, si populaire, Gabriel Attal, qui dit, dans sa campagne pour les élections européennes, « Nous devons promouvoir, dit-il, nos valeurs et défendre les droits fondamentaux. » J'insiste bien sur l'expression « nos valeurs ». Écoutons, j'ai donné la parole aux saints, je vais donner la parole au bon Dieu. Écoutons le président Macron, lorsqu'il nous parle de l'école et lorsqu'il vante l'éducation civique. Que déclare-t-il ? Voilà ce qu'il dit. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe, puis débattu. Vous avez compris que ce dont il est question, ce sont bien de nos valeurs, de notre école, ai-je envie de dire. Alors, chers amis, à l'écoute de ce discours, surgit en moi, mais surgit sans doute en vous, une forme de méfiance, que j'appellerai bienvenue. C'est cette méfiance qui sera capable de nous déniaiser. En effet, Emmanuel Macron, Gabriel Attal parlent de nos valeurs.
Mais derrière cet adjectif possessif, derrière ce « nos », que se cache-t-il? Lorsqu'un président, lorsqu'un ministre déclare défendre nos valeurs, ne défend-il pas en réalité ses valeurs? Est-ce que ces valeurs sont véritablement les nôtres? Est-ce que ces valeurs sont des références universelles? Ou bien s'agit-il de valeurs particulières propres à ceux qui les évoquent? Vaincre la naïveté, c'est donc passer d'une école fictive où ce qui serait enseigné serait nos valeurs, c'est-à-dire des normes universelles, à une école réelle, celle que nous connaissons. Une école où l'on prend conscience que les valeurs enseignées ne sont pas nécessairement universelles. Disons-le franchement, elles représentent souvent, pour ne pas dire toujours, les intérêts particuliers des dirigeants. En fin de compte, il ne s'agit pas de nos valeurs, mais il s'agit bien de leurs valeurs. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, tout le monde peut ouvrir le journal pour devenir méfiant, bien sûr, mais nous avons également, et j'ai eu la chance d'en avoir, ce que j'appellerais des maîtres en lucidité, qui vont nous inviter eux aussi à nous déniaiser. Il y a des maîtres en lucidité, et un de mes maîtres en lucidité fut un homme dont on oublie malheureusement un peu le nom, c'est Louis Althusser. S'il y a bien un homme qui nous a appris à nous méfier, non seulement des discours de nos ministres et de nos présidents, mais à nous méfier de cette école, c'est Louis Althusser. Alors, vous savez que Louis Althusser, philosophe de la fin du XXe siècle, connaissait bien l'école, puisqu'il y résidait. Il résidait à l'école, qui était l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et Louis Althusser a écrit, après les événements de mai 68, un article très célèbre qui s'intitule « Idéologie et appareil idéologique d'État », qui a été publié dans les années 70. Et dans cet article, Althusser va nous inviter et va nous inciter à la méfiance. Il nous dit que la naïveté concernant l'école serait le fait de considérer que l'école nous émancipe obligatoirement. Il nous dit également que la lucidité serait plutôt le fait de voir l'école comme un assujettissement. Alors il nous demande, lorsque nous parlons de notre école, lorsque nous parlons de nos valeurs, il s'agit de nous interroger. Écoutons donc Louis Althusser s'exprimer au sujet de l'école dans les années 1970. L'école, en tant qu'appareil idéologique d'État, inculque les valeurs et les normes dominantes pour assurer la reproduction des rapports de production. Alors Althusser voit l'école non pas comme un milieu neutre et transparent, mais comme un outil pour perpétuer l'idéologie dominante, un outil pour maintenir l'ordre social existant. Alors cette vision contredit de façon frontale l'idée naïve d'une neutralité axiologique de l'école et de l'intérêt général. Selon Althusser, l'école n'est qu'une formidable chambre d'enregistrement pour les politiques dominantes. C'est la raison pour laquelle nous voyons pratiquement tous les jours des ministres, des présidents endimanchés dans les salles de classe. Ils ne sont pas dans les salles de classe pour encourager le corps enseignant. Ils ne sont pas dans les salles de classe par souci de la découverte. Mais ils sont là pour nous rappeler que l'école est bien là pour reproduire, pour conserver des rapports sociaux de domination. En effet, comment dominer ou comment perpétuer une domination grâce à des valeurs? Grâce à ce que Louis Althusser appelle une idéologie qui peut être vue comme un ensemble de valeurs. La politique, elle est fondée sur des valeurs, c'est-à-dire des principes qui sont pensés comme absolus et qui orientent l'action des élèves, l'action des étudiants,
l'action des apprentis, l'action des futurs citoyens. Et je dois vous avouer, chers auditeurs, qu'il m'est très difficile de parler de l'école lorsque certains de mes interlocuteurs pensent qu'une école, c'est tout simplement un tableau noir et des idées. Ils n'ont pas connu Althusser. Car l'école, avant d'être un tableau noir et des idées, c'est le champ extrêmement puissant de valeurs qui nous sont imposées. Althusser disait « inculquer » de la manière la plus brutale qui soit, par une des hiérarchies, entre parenthèses, les plus verticales de l'Hexagone, j'ai nommé l'éducation nationale. Alors, même si ce point de vue d'Althusser est fondamental, aujourd'hui nous allons voir que l'école est certes un appareil d'État, comme le montrait Althusser, mais qu'elle n'est pas simplement cela. L'école, c'est une sorte de terrain de combat entre différents acteurs, entre différentes valeurs, ce qui rend l'école fort complexe, et fait de la question des valeurs de l'école une question complexe. Si nous savons que se joue à l'intérieur de l'école un assujettissement à l'idéologie dominante, peut-on réduire, comme le fait parfois Althusser, le professeur au rôle d'un grand prêtre de l'idéologie dominante? Peut-on réduire la finalité de l'école à un simple assujettissement mental des élèves? Les choses sont sans doute plus complexes parce que l'école elle-même est complexe. On trouve en effet dans l'école 3 perspectives distinctes, 3 acteurs différents. Ces perspectives et ces acteurs se croisent, se confrontent et s'affrontent parfois, rendant la dynamique éducative à la fois riche et conflictuelle. Alors découvrons ces 3 acteurs. Quels sont-ils? En réalité, nous le savons, nous en avons l'intuition, il n'y a pas une école, mais il y a 3 écoles. 3 écoles qui fonctionnent de concert. La première école, c'est l'école de l'État. Alors l'État a des exigences claires. Il veut agir sur l'esprit des citoyens grâce aux immenses leviers qui sont représentés par le ministère de l'Éducation nationale, l'école publique, les programmes scolaires, la formation des enseignants et l'éducation civique. Le président, on l'a vu, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale parlent souvent de l'école. Pour eux, la finalité de l'école, c'est quoi? C'est d'obtenir la docilité des jeunes et des citoyens. Althusser parlait d'assujettissement, ce qui était un terme encore plus fort. Les valeurs véhiculées par l'État se résument dans le fameux triptyque républicain liberté, égalité, fraternité. Alors, il y a bien quelque chose d'ironique dans le fait de vouloir assujettir quelqu'un ou le rendre docile en brandissant l'étendard de la liberté. Mais ce n'est pas aussi paradoxal qu'il y paraît, surtout si vous, auditeurs, vous êtes également lecteur de George Orwell. Nous avons là affaire à ce qu'on appelle un renversement orwellien, puisque l'école fait exactement le contraire de ce qu'elle prétend faire. Elle nous assujettit parfois à une idéologie au lieu de nous libérer des opinions dominantes. Mais il y a une deuxième école. Il y a l'école, non pas de l'État, mais des entreprises. L'école des grandes sociétés. Les entreprises ont également leurs exigences. Elles ont milité, ces entreprises, pour la création, bien sûr, de lycées techniques, de lycées professionnels, pour la formation professionnelle, l'entrée dans la vie active. Et vous savez, ceux qui parlent beaucoup de l'école, à part le président et le Premier ministre, c'est le MEDEF. Le MEDEF qui nous dit ceci: sans école, pas d'entreprise, et sans entreprise, pas d'école. La formule peut paraître simpliste, mais elle souligne la force des liens indéfectibles, dit le MEDEF, entre 2 institutions qui sont le socle de notre vie en société. Ils ont raison, les patrons. Cette école
n'est pas seulement celle du néolibéralisme de Macron, mais c'est également celle du capitalisme du MEDEF. Les grandes banques, les grandes sociétés, l'OCDE parlent de l'école. Pour les entreprises, la finalité de l'école, ce n'est pas la docilité civique, c'est l'efficacité économique. Voilà leurs valeurs. Et les valeurs qui sont colportées par l'école des entreprises ne sont pas ici la liberté et l'égalité, mais plutôt l'innovation, le numérique et les compétences. Vous avez là reconnu le discours de nombreux professeurs. Enfin, il y a une troisième école, qui est celle pour laquelle j'ai plutôt milité. C'est non pas l'école de l'État, non pas l'école de nos belles entreprises, mais c'est l'école de la raison et l'école des disciplines de la raison. Alors, la raison, elle aussi, j'ai envie de dire malheureusement pour l'État et pour les entreprises, a aussi ses exigences. La raison, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche simplement à éveiller chez l'élève le raisonnement. L'esprit d'analyse et l'esprit critique tout en donnant à chaque étudiant un socle minimal de connaissances. Alors la finalité de la raison, j'ai envie de dire ouf, ce n'est pas la docilité politique, ce n'est pas l'efficacité économique, mais c'est l'émancipation de l'individu. Grâce aux disciplines de la raison, qui sont les sciences, notamment les mathématiques, et la philosophie. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs promues par cette école de la raison? Bien sûr. Ces valeurs promues par l'école de la raison sont tout simplement le partage et l'humilité. Et ce, depuis les premiers pas de la pédagogie chez Socrate il y a 25 siècles. Alors, grâce à cette analyse de l'école, puisqu'il n'y a pas une école, il y a 3 écoles, à partir de cette analyse, qui considère le fonctionnement concomitant de 3 écoles en une, on peut examiner ce qu'on pourrait appeler la santé de l'école actuelle. Une école qui fonctionne bien, c'est une école qui reconnaît ces 3 pôles et leur accorde une valeur similaire. Former un élève, c'est former un citoyen, c'est former un producteur et c'est former un individu. La poursuite, en fait, de ces 3 objectifs est tout à fait louable. Mais une école qui fonctionne mal, ou une école qui dysfonctionne, c'est une école qui accorde trop de poids et trop d'importance à l'un de ces pôles, au détriment des autres. Malheureusement, c'est l'école que nous connaissons, qui est une école malade, où la part des disciplines de la raison se révèle de moins en moins importante et où la part de l'idéologique prédomine. Une école où la voix des maîtres, des professeurs est systématiquement étouffée derrière les bruits de casseroles des médias, des aboiements des parents et des menaces des politiques. Écoutons la définition de l'école qui est donnée par l'État, c'est-à-dire par la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire. Je cite. Notre école du 21e siècle doit former les élèves pour qu'ils soient capables de s'adapter tout au long de leur vie à un environnement en constante évolution, de plus en plus mondialisé, multiculturel, divers et complexe, marqué par le numérique et la transformation de nombreux métiers. Voilà le but de l'éducation nationale française, s'adapter à la mondialisation et au capitalisme. On voit ici que les buts d'émancipation par le savoir n'existent pratiquement plus, ou en tout cas ne sont plus énoncés explicitement, malgré la célèbre formule du choc du savoir. Il s'agit en fait pour l'individu de s'adapter à un système qui existe déjà, qui est pensé par d'autres, où les mêmes gouvernent et où les mêmes sont gouvernés.
l'histoire de l'éducation nationale récente ressemble, vous l'avez compris, à un récit parfaitement cauchemardesque. Alors, se déniaiser par rapport à l'école, c'est développer justement un esprit critique face au discours politique. C'est comprendre que derrière les proclamations de valeurs universelles, il y a souvent des intérêts particuliers en jeu, et notre tâche en tant que citoyens informés et critiques est de questionner ces discours et de chercher à dévoiler des vérités qui se cachent derrière les mots.